on va revenir tout de suite dans le vif du sujet, c'est-à-dire la fin du chapitre 1 sur l'atmosphère terrestre. Je fais un petit résumé de la séance précédente, ça c'est comme pour les séries télévisées, voilà. Voilà. Donc l'atmosphère terrestre, c'est l'enveloppe gazeuse qui nous entoure, et elle est divisée en différents secteurs verticalement selon ce qui s'y passe. Alors, la partie la plus importante pour la météorologie, on s'en douterait, c'est celle qui commence là où nous sommes et qui va jusqu'à 15-16 km. Ça s'appelle la troposphère. Et dans cet espace, entre 0 et 15 km, la température diminue. Quand on monte en altitude, tout le monde l'a vécu en faisant des promenades. En gros, la température diminue de 1 degré par 150 mètres. Voilà. Au-dessus, commence ce qu'on appelle la stratosphère. Et la limite entre les deux, donc, s'appelle la tropopause. C'est un mot qui reviendra souvent parce que c'est l'endroit où les températures cessent de diminuer et restent constantes jusqu'à 30 km. On appelle ça la couche isotherme. Donc, premier temps, les températures diminuent dans l'atmosphère, ensuite elles restent stables jusqu'à 30 km. Cette couche isotherme correspond à une composition un peu particulière, c'est là que se trouve le gaz que vous connaissez bien, qu'on appelle l'ozone, et qui, fort heureusement pour nous, nous protège des ultraviolets. Donc c'est ce travail de l'ozone, en fait, en quelque sorte, qui crée cette stabilité de la température. Ensuite, en ce qui concerne toujours cette température dans l'atmosphère, elle augmente jusqu'à 50 km et ensuite, au-delà de 80 km, ce que l'on peut relever, ce sont des températures négatives. Mais alors là, on s'éloigne beaucoup de la Terre et de nos simples petits besoins. On se retrouve dans la ionosphère. Ça nous concernera beaucoup moins. Voilà pour les variations de température dans le sens vertical. Deuxième paramètre dans l'atmosphère terrestre, les variations de pression en surface, ce qu'enregistrent les baromètres. Je rappelle donc que la pression moyenne à la surface de la Terre, c'est-à-dire le poids de toutes ces molécules de gaz, est mesurée en millibars, 1013. Et généralement sur les cartes, que vous avez dû voir d'ailleurs, il y a une ligne isobare qui est un peu plus épaisse que les autres, c'est la 1015, qui sert de repère. Donc c'est pas tout à fait la pression moyenne, mais on est dans un système décimal, donc c'est quand même pratique. Voilà, repérer la 1015, et à partir de là justement, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des secteurs avec des pressions supérieures à la moyenne et d'autres inférieure à la moyenne, les fameux anticyclones et les fameuses dépressions. Ça, on connaît. Alors, ces variations de pression en surface varient en fonction de quoi? En fonction du relief. Plus on s'élève, moins on a d'air au-dessus de la tête, en quelque sorte, donc ça pèse moins lourd, donc la pression diminue. Voilà. Ce qui explique que les pressions que les données des pressions que l'on utilise en météo sont ramenées à la surface de la mer. Elles sont corrigées. Sinon, comme je vous l'avais expliqué, on aurait sans arrêt des basses pressions au niveau des Pyrénées ou de toutes sortes de reliefs, et bon, ça sèmerait la confusion. On verrait pas vraiment ce qui se passe. Donc ça, c'est un premier élément, la pression modifiée par le relief, elle diminue. Si vous voulez, on perd 1 millibar pour 8 mètres. C'est pas très grave à l'échelle humaine. Deuxième élément qui joue sur la pression atmosphérique, c'est l'humidité. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, un air humide est plus léger qu'un air sec. La température aussi joue son rôle. Un air chaud est plus léger qu'un air sec. Voilà. Un air chaud est plus léger qu'un air froid. Donc qu'est-ce que je vous dis? Un air chaud est plus léger qu'un air froid. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, oui, on peut le dire dans l'autre sens. Voilà, oui, non, mais je comprends. Dans vos notes, j'ai dû le dire dans l'autre sens. Voilà. Bien. Et puis surtout, et c'est là qu'on rejoint les fameuses cartes, la pression varie selon les lieux. Bien évidemment, et ça varie très vite. Une carte d'isobare, n'est valable qu'en gros 1 heure.
Hein, au bout d'une heure, tout ça, ça a bougé, bien sûr. Alors, je vous ai fait, j'ai dessiné au tableau, justement, les figures, en quelque sorte, qui apparaissent quand on fait ces cartes d'isobare. Donc, il y a des cellules fermées, les fameux anticyclones et dépressions. Il peut y avoir des formes aussi ouvertes, où il y a momentanément, à un endroit donné, un peu plus de pression, on appelle ça une crête isobarique, ou un peu moins de pression, on appelle ça une vallée ou un Thalweg, c'est le mot allemand, isobarique. Il y a aussi des secteurs où on tourne autour des 1015 sans vraiment se décider si ça va être plus ou moins. On appelle ça un marais barométrique. Vous voyez, on se sert des termes topographiques pour un peu imager la chose parce que le problème c'est que tout ça c'est invisible. Hein. Ce sont les instruments qui nous donnent tout ça. Voilà. Ensuite, on a abordé une troisième partie qui est très très importante, c'est la relation entre la pression et les vents. Hein, alors c'est là que s'atteignir. Bien. Alors le premier élément, c'est qu'est-ce qui fait la vitesse du vent, plus ou moins grande? Eh bien, c'est la pente isobarique, c'est-à-dire la différence entre les hautes pressions et les basses pressions. Là aussi, on peut un peu se fier à ce qu'on vit sur les reliefs, c'est-à-dire que le vent va du haut vers le bas, comme l'eau va du haut vers le bas. Évidemment, elle remonte rarement. Bon, donc là, les vents vont donc aller des anticyclones, haute pression, vers les dépressions, basse pression. Manque de chance pour nous, quand on relève la cartographie des vents, que nous donnent les stations, on s'aperçoit que leur chemin n'est pas direct. Et que, en fait, les vents circulent en oblique par rapport aux isobares, et en plus, ils tournent. Alors, vous vous rappelez comment ça fonctionne? Alors, comment se comportent les vents dans un anticyclone? Hein? Oui? Pardon. Parlez bien fort, hein, je suis un peu sourde. Voilà. Alors, mais les vents rentrent ou sortent? Ils sortent, voilà. Les vents sortent des anticyclones dans le sens des aiguilles d'une montre. Et qu'est-ce qu'ils font dans les dépressions? Ils rentrent, mais dans le sens contraire. Voilà, on a une espèce de spirale en quelque sorte, hein, si on met l'anticyclone à la dépression l'un à côté de l'autre. Et ça s'appelle, ça? La force de Coriolis. Non, c'est la règle de Buy-Ballot. La règle de Buy-Ballot. Hein, voilà. C'est une règle, hein, c'est pas, j'allais dire, c'est descriptif. Voilà. Hein, c'est pas, j'allais dire quelque chose, c'est pas comme un théorème. Hein, voilà, c'est une règle. Hein, voilà. Alors, pourquoi est-ce que ces maudits vents ne font pas leur trajet directement? On invoque quelquefois les frottements liés à la surface de la Terre. Le problème, c'est que quand on regarde ce qui se passe sur les océans, c'est la même chose. Donc le frottement au sol n'a pas une grande importance, sauf dans quelques cas précis, on le verra pour les cyclones. Ensuite, donc, de quoi s'agit-il? Eh bien là, il s'agit de quelque chose qui est à l'échelle du globe terrestre. Voilà, et je vous ai fait entrer dans le monde, n'est-ce pas, déroutant de la loi de Coriolis. Voilà. Alors, je rappelle, ou j'explique à ceux qui n'étaient pas là, que curieusement, parce que la Terre ne cesse jamais de tourner, heureusement pour nous d'ailleurs, hein, comme la Terre ne cesse pas de tourner, eh bien, les repères au sol bouge sans arrêt. Mais un objet qui est au-dessus du sol, lui, il vit sa vie, hein, il vit sa vie tranquille. Hein. Il vit sa vie, hein, le nuage, la masse d'air, elle vit sa vie, se moque de ce que la Terre fait au-dessous. Donc, résultat, quand on veut cartographier, eh bien, ça crée un décalage, une déviation. Tout le monde avait bien saisi ça, hein? Voilà. Donc, dans l'hémisphère nord, la déviation de ces corps en mouvement, elle est dans quel sens? Vers là, vers sa droite, dans l'hémisphère sud, vers sa gauche. Hein, voilà. Donc, je vais tâcher de vous trouver des cartes météo de l'hémisphère sud, histoire de vous perturber un peu plus. Voilà, ça serait amusant. Ça serait tout à fait amusant. Bien. Alors, justement, on en était resté là, je crois. Hein. Voilà, avec toutes ces choses-là. Je vais ajouter quelques éléments sur cette question de déviation. Un élément aussi à l'échelle du globe terrestre. Voilà, alors je vais me contenter de faire un quart de terre. Ah, voilà. Je m'économise. Alors au passage, quand je fais des croquis à l'échelle de la Terre,
je ne traduis pas l'inclinaison de la Terre sur son axe. Hein, parce que je ne suis pas toujours sûr de le mettre au bon endroit, les 23 degrés 27 minutes à main levée, je ne suis pas sûr. Donc, je la redresse pour la commodité de la chose. Hein, mais rappelez-vous que nous tournons sur un axe qui est incliné. Alors justement, nous tournons. Et c'est là que, si je puis dire, ça devient amusant. Alors, par contre, 45 degrés de latitude, ça, on peut le trouver. Voilà. Donc nous sommes à peu près ici. Hein, voilà. Grosso modo. J'ai peut-être un petit peu. Alors, je vous ai mis un peu en haut en latitude quand même là. Hein. Ouais. Voilà. C'était un petit peu haut. Voilà. Donc 45. Ouais. On va mettre là. C'est mieux ? C'est mieux. Hein. C'est mieux. Voilà. Alors oui, je vais détailler un tout petit peu. Donc, nous avons une Terre qui tourne d'ouest en est, et tous les points de la Terre tournent donc de cette façon. Mais tous les points de la Terre ne font pas le même circuit. Réfléchissez, un point au niveau de l'équateur va faire un grand cercle, fatalement, parce que c'est là qu'on a la circonférence la plus grande. Au niveau du 45e parallèle, un point va faire un cercle plus petit. Et ici, encore plus petit. D'accord ? Hein ? Donc, la vitesse va être très différente parce que tous ces points-là tournent tous en 24 heures, mais ne font pas la même distance. Donc, ça tourne plus vite, où ça ? À l'équateur. À l'équateur, eh bien, chaque point de la Terre tourne à 1669 km/h. Ah oui, pas mal, ah oui. Voilà. Et nous, alors nous tournons moins vite, hein, bien sûr. Mais quand même. 1179 km/h. J'ai fait le calcul. En 1h30 de cours, nous aurons parcouru 1768,5 km. Ça, c'est fatigué. Pas mal. Bon, au cercle polaire, c'est-à-dire à 66 degrés 33 minutes de latitude nord, alors là, franchement, tout petit, hein, petit joueur, on est à 679 km/h. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je vous note ça ? D'abord un peu pour le plaisir. Bon, donc tous ceux qui pensent qu'ils ne voyagent jamais, en fait, voyagent beaucoup, voilà. Deuxièmement, parce que vous voyez bien que ces phénomènes de déviation apparente, j'allais dire, ne sont pas égales à la surface de la Terre. Hein, bien évidemment. Hein, donc là encore, j'allais dire, ça suppose des calculs très, très savants pour, j'allais dire, se repérer, positionner ces fameux objets qui se promènent, si j'ose dire, au-dessus de nos têtes, y compris bien sûr le trafic aérien. Hein, y compris le trafic aérien. Voilà. Donc ce que je voulais préciser pour cette fameuse loi de Coriolis. Bien. Alors, nous restons encore un tout petit peu dans l'atmosphère terrestre pour une quatrième et dernière donnée. Hein. Ensuite, nous passerons, comme je l'ai écrit ici, à la question des masses d'air et de la frantologie. Mais là, on va rester encore un tout petit peu dans l'atmosphère avec donc la question de l'humidité de l'air. Voilà. C'est la cinquième donnée. C'est le cinquième ? Oui, parce que quand c'était les bras. Ah oui, parce que vous avez mis les variations. Bon, si vous voulez mettre un 5. C'est amusant, il m'arrivait la même chose en classe. Bien. Bon, alors, l'humidité de l'air. Donc on avait dit en préambule que bon, il y a toujours un peu de vapeur d'eau, hein, de l'eau sous forme gazeuse dans l'atmosphère. Mais cette quantité, elle est extrêmement variable et c'est ce qui nous intéresse. Pourquoi est-ce que de l'air ici va être très humide, moyennement humide, pourquoi là il va être sec, voire très sec? Alors, ça dépend de quoi, l'humidité de l'air? Alors il y a des choses qui sont évidentes.
Ça dépend des lieux. Tout simplement parce que si de l'air se trouve au-dessus d'une surface d'eau, il est évident que ça va favoriser l'évaporation et la présence de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Donc les lieux, donc si on est à proximité de la mer ou sur la mer, ça peut être un lac, bon, ça peut même être à l'échelle locale, ça peut être un étang, un fleuve. Voilà. Toute surface en eau, bien sûr, va favoriser l'humidité dans l'air. On pourrait ajouter aussi que ça joue dans certains endroits pour les espaces en forêt, hein, mais ça c'est plutôt dans la zone équatoriale. Bien, alors voilà le premier paramètre. Mais le paramètre le plus important, c'est la température de l'air. Je vous avais expliqué que j'utilise la lettre θ pour abréger température. Hein. Ça revient tellement souvent. Voilà. Donc, l'air peut contenir de la vapeur d'eau, mais ça a ses limites. Hein. Un air ne peut pas contenir indéfiniment, englober en quelque sorte, assimiler indéfiniment de la vapeur d'eau. Ça dépend de sa température. Alors là aussi, une petite règle à retenir. Hein. Plus un air est chaud, plus il peut contenir de vapeur d'eau. Voilà. Bon, l'inverse, bon, vous auriez compris, hein, plus un air est froid, moins il peut contenir de vapeur d'eau. Qu'est-ce qui se passe quand dans un air donné, à une température donnée, il y a, entre guillemets, trop de vapeur d'eau? Eh bien, à ce moment-là, j'allais dire, la vapeur d'eau, ne peut plus rester à l'état gazeux, on a un phénomène de condensation. Alors, voilà. Saturation, on va dire d'abord, saturation, et ensuite condensation. Voilà, voilà le schéma. Hein, s'il y a un apport d'eau, de vapeur d'eau important, la masse d'air, eh ben, elle va saturer et elle va condenser. Alors, sur le processus même de la condensation, l'apparition des gouttelettes, etc., on reverra ça au chapitre 3 sur les nuages. Non, voilà, là on sera dans le visible, ça sera peut-être plus agréable. Voilà. Donc, et puisque c'est d'ailleurs reconstituable en labo, on sait exactement à quel moment une masse d'air à telle température va être saturée. Il y a ce qu'on appellerait des tables. Hein. Alors je vais vous donner un petit échantillon hein, pour que vous voyez un petit peu les différences. Par exemple, à moins 20 degrés, une masse d'air ne peut contenir que 0,10 g de vapeur d'eau par mètre cube. Vous voyez que c'est vraiment, hein, c'est petit, hein, c'est pas grand chose. Alors bon, voilà, à plus 20 degrés, alors on se rapproche quand même du plus connu, on est carrément à 17 g 19. Voilà. Ah, vous voyez que ça fait un saut. Et à plus 40, ce qui peut arriver, y compris à nos latitudes, on l'a pratiquement vécu, eh bien, on est à 50 g 80. Voilà. Donc vous voyez que c'est un facteur extrêmement important. La condensation, eh bien, elle va se produire à quel moment? Alors, il y a deux possibilités en quelque sorte. Soit il y a un afflux de vapeur d'eau, hein, par une évaporation particulière, etc. Ou bien, puisque ça dépend de la température, la condensation va se faire si la température baisse. Voilà, chose qu'on observe intuitivement d'ailleurs, hein, assez facilement. Alors, ce qui intéresse les prévisionnistes, et là ils ont fait bien attention, c'est de se dire, bon,
voilà une masse d'air. Elle est à telle température, les stations nous disent qu'il y a tant de grammes de vapeur d'eau par mètre cube. À quelle température cette masse d'air doit-elle être refroidie pour que ça se condense et qu'on ait des nuages? C'est ça qui intéresse les prévisionnistes, hein. C'est le moment où on passe à la formation des nuages avec pluie, etc., etc. Ce point, hein, cette température précise, hein, qui va déterminer le basculement en quelque sorte, hein, eh bien ça porte un très joli nom, un nom très poétique, ça s'appelle le point de rosée. Voilà. Alors, je vais essayer de vous le formuler un petit peu mieux. Hein. Voilà. Donc, la quantité critique de vapeur d'eau, alors critique, vous comprenez bien, ça veut dire qu'on va basculer de l'état gazeux à l'état liquide. La quantité critique de vapeur d'eau dans une masse d'air dépend de son réchauffement ou de son refroidissement. La température critique s'appelle le point de rosée. Voilà. Il y a un peu de poésie dans la météo quand même. Je vais vous donner un autre exemple. Alors tout cela, je répète, grâce aux instruments de mesure, grâce aux statistiques, grâce aux expériences en laboratoire, tout ça donc peut être en quelque sorte mis en tableau. Hein. Donc, par exemple, on va choisir une masse d'air X qui est à 30 degrés. Voilà. Et elle a un nombre X de grammes d'eau vapeur d'eau par mètre cube. Bon. Une masse d'air Y qui est aussi à 30 degrés. Mais elle ne contient pas la même quantité de vapeur d'eau. Elle contient sa quantité Y de vapeur d'eau. D'accord ? Bon. Eh bien, d'après les tables qui sont établies, et en fonction donc de ces deux paramètres, eh bien par exemple, la masse d'air X a un point de rosée à 22 degrés. Ça veut dire donc qu'il suffit que cette masse d'air qui est à 30 soit refroidie jusqu'à 22 pour que l'on ait saturation et condensation. L'autre, eh bien l'autre, pourtant à la même température, eh bien les tables établies vont nous dire, eh bien le point de rosée, il est à 9 degrés. Autant dire que tenir un refroidissement de 21 degrés, hein, c'est pas courant du tout. Donc, ça veut dire qu'ici, on a un air très humide, qui contient beaucoup de vapeur d'eau par rapport à ses capacités. Celui-ci en contient très peu. Hein. Donc, il faut descendre en température très bas pour que le phénomène se produise. Hein. Voilà. Donc ça, c'est une notion. Alors, d'après ce que j'ai pu entendre, c'est pas quelque chose qu'on entend dans les bulletins météo. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, non, jamais. Moi, j'ai pas eu l'impression de l'entendre. Hein. Bon, maintenant, ça se comprend aussi, ils peuvent pas tout envisager, mais sachez que c'est vraiment intéressant, ça. C'est vraiment intéressant, justement, pour les prévisions, quand on vous dit, oui, eh bien, demain matin, il va pleuvoir, c'est parce qu'il y a le refroidissement nocturne, qu'on connaît donc toute l'affaire, toute la table, et qu'on sait qu'il y aura suffisamment de refroidissement pour qu'il y ait condensation, pour que les gouttelettes soient assez grosses pour tomber. Voilà. Donc ça, c'est une notion qui je trouve intéressante et j'allais dire qui est très utilisée, même si on ne nous en parle pas. Alors, ça veut dire que simplement, pour terminer sur ce sujet-là, il faut bien distinguer ce qu'on appelle l'humidité absolue d'une masse d'air, c'est-à-dire sa quantité brute de vapeur d'eau à un moment donné et en un lieu donné, et l'humidité relative, c'est-à-dire relative à sa contenance réelle, là aussi,
de vapeur d'eau. Voilà, c'était juste pour voilà, utiliser un petit peu des termes un petit peu spécifiques. Voilà, donc là nous sommes à la fin du chapitre 1. Voilà, on en est sorti vaillamment. Hein. C'est pas le plus difficile en soi, mais c'est le plus, j'allais dire, impalpable, si l'on peut dire, hein, en tout cas le plus invisible. C'est pour ça que ça peut être au début un petit peu dérangeant. Voilà, alors nous allons entrer dans quelque chose qui est dans la continuité, vous vous en douterez. Ce sont les masses d'air et leurs contacts. Des contacts qui se font par des surfaces qu'on appelle des fronts. Alors ça, front, vous connaissez bien évidemment, ça s'utilise beaucoup dans les bulletins météo. Reste à savoir évidemment ce qui s'y passe réellement. Donc, je vais d'abord établir un petit peu un recensement des masses d'air. D'abord vous donner un petit peu plutôt leur caractère. Les masses d'air se forment, c'est-à-dire prennent des caractéristiques précises en fonction des lieux où elles se trouvent. Tout à l'heure on en a parlé un petit peu. Bon, par exemple, de l'air au-dessus d'une mer chaude va être chaud et humide. Bon. Ces masses d'air qui se forment ne restent pas là où elles sont. Toute l'atmosphère terrestre bouge, sans arrêt. Hein. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, 1 heure de validité des cartes. Tout ça, ça bouge. Hein. Les masses d'air se déplacent. Voilà, ça c'est ce qu'il faut bien retenir. Deuxième chose, elles se déplacent, mais elles se reforment aussi dans l'endroit d'origine. La mer qui était chaude, elle reste chaude, et la masse d'air au-dessus continue bien sûr à être chaude aussi et à emmagasiner de l'humidité. Donc c'est ça qu'il faut essayer de voir. À la fois il y a énormément de déplacements, ça bouge beaucoup, mais en même temps il y a des phénomènes répétitifs. Heureusement, ça permet de s'y retrouver. Hein, voilà, ça permet de modéliser comme on dit aujourd'hui. Donc rappelez-vous bien de cela pour après ensuite faire le petit chemin avec moi là-dessus. Deuxième point, les masses d'air, quand elles entrent en contact et qu'elles ont des caractéristiques différentes, plus ou moins chaudes, plus ou moins humides, il ne faut pas croire qu'elles se mélangent d'un coup. Hein, on ne s'embrasse pas dans les masses d'air. Hein, on ne s'embrasse pas, on ne se mélange pas tout de suite. Hein, du tout. Et plus les masses d'air ont des caractéristiques différentes, plus le contact va être rude. D'accord ? Si elles se ressemblent, bon, ça va peut-être pas donner grand-chose. Mais si elles se ressemblent pas beaucoup, alors là, vraiment, ça va être un petit peu le choc, on va le voir. Elles ne se mélangent pas et justement, la ligne de contact la surface de contact entre les deux, elle peut donc être identifiée. Elle peut être identifiée et elle peut être cartographiée. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que vous voyez, et on va en dessiner, en veux-tu, en voilà, on va dessiner des fronts, justement, et comprendre un petit peu à quoi ça correspond. Alors, les masses d'air, donc, qui se déplacent et qui sont amenées à en rencontrer d'autres, fatalement, elles gardent leurs caractéristiques 2 jours. Ça, c'est à peu près la durée de vie d'une masse d'air, si on peut dire, avec ses caractéristiques de départ. Ensuite, à partir du 3e jour jusqu'au 6e jour, là, elle perd un peu ses caractéristiques. Hein. Il se peut que dans cette masse d'air se forment des nuages, donc elle va perdre de l'humidité, etc. Et puis au bout de 7 jours, le voyage de cette masse d'air est terminé. D'accord ? Donc voilà à peu près. Hein. Pendant 2 jours, c'est bien individualisé, les masses d'air. Ensuite, ça s'atténue parce que effectivement, il finit par y avoir mélange, hein, et au bout de 7 jours, alors là, on ne peut plus distinguer effectivement les unes des autres. Voilà. Alors, j'ai choisi de commencer dans une première partie de vous donner une sorte de petit catalogue, des 6 types de masses d'air triste quand même, hein, que nous fréquentons ici en Europe occidentale.
Donc attention, hein, ce que je vais vous dire n'est valable hein, qu'à ce niveau-là. Hein, je ne vais pas vous faire les masses d'air du côté des États-Unis ou du côté de la Russie ou autre. Hein. Surtout uniquement celles dont on parle, j'allais dire, communément chez nous. Voilà. Alors, on va commencer par le froid. Et après, ça se réchauffera. Il y a deux types de masses d'air froid. Il y a un air froid maritime, dit maritime, qu'on appelle l'air arctique. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, le lieu de formation, on s'en douterait, ce sont les hautes latitudes. Pour vous donner un petit point de repère, le Groenland. Ah, voilà, à peu près ce niveau-là, le Groenland, donc par exemple l'Atlantique Nord, l'extrême Atlantique Nord. Donc, cet air froid qui se forme dans l'extrême de l'Atlantique Nord, au départ, est peu chargé en humidité. Il est très froid, hein, on sait qu'il ne peut pas en contenir beaucoup. Mais il descend en latitude, là, il prend plus d'humidité, parce qu'il gagne quelques degrés. Hein, voilà. Résultat, qu'est-ce qui se passe pour nous? Il faut quand même un peu penser à nous dans cette affaire-là. Eh bien, on va avoir de la condensation, hein, on va avoir passage à l'état de saturation, on va dépasser le point de rosée, et on va avoir des nuages. Surtout des nuages à développement vertical. On aura l'occasion, je vous en ferai les portraits détaillés, et ça va nous donner des averses. Alors des averses assez froides, hein. Des averses froides, bon, pluie bien froide, ça peut être aussi de la neige. Dans un air froid maritime, les températures arctiques, les températures sont, j'allais dire, aux alentours de 0 degré quand elles nous arrivent. Hein, aux alentours de 0 degré, à peu de choses près. Il y a une deuxième masse d'air froid qui peut nous arriver dessus. C'est un air froid, mais qui est, lui, d'origine continentale et toujours aux hautes latitudes. Donc, on l'appelle arctique, là aussi. Hein. Il est arctique, mais il est continental, à la différence du premier qui était maritime. Alors là, ben, son lieu d'origine, c'est l'extrême nord de la Russie, par exemple. Hein, vous avez cet énorme continent eurasiatique, et vous avez donc là des surfaces continentales qui se refroidissent intensément, et qui descendent elles aussi vers le sud. Mais elles descendent sur une surface continentale. Donc, en termes d'humidité, il ne se passe pas grand-chose. Et en termes de refroidissement, ben, pas tellement non plus, hein, parce que le continent, il est bien froid aussi. Donc, cette masse d'air, eh bien, elle ne produit pas de nuages. Pas de nuages. Elle ne nous apporte pas de nuages. Par contre, elle nous apporte des températures basses. Hein, alors là, c'est typiquement ce qu'on aime, si j'ose dire, comme temps d'hiver. Le ciel est bleu, il n'y a pas beaucoup de vent, il fait bien froid, alors ça ne fait pas l'affaire tout le monde, mais enfin c'est agréable, là, on a de l'ensoleillement, c'est ce qu'on a vécu la semaine dernière, hein, il y a eu 3 jours, hein, c'était régalant, hein, on va faire des photos, c'était merveilleux, on a eu vraiment ce type de temps-là. Enfin, j'allais dire, bon, avec des températures pas si basses que ça pour nous, hein, mais enfin au nord de la France, ils ont dégusté un petit peu. Voilà, hein, voilà typiquement ce type de temps. Et puis ensuite, vous avez remarqué hein, que tout à coup, il s'est mis à faire chaud, mais on verra ça pour un petit peu plus tard. Bon, alors, voilà donc pour les deux masses d'air froid qui peuvent nous arriver dessus. Ensuite, 3 et 4, j'en ai promis 6. Non ? Voilà. 3 et 4. Alors, c'est là que c'est un petit peu, il y a un petit peu de gêne, c'est que je vais évoquer des masses d'air
qui se font un tout petit peu plus bas en latitude. Donc Arctique, on était vraiment très haut, au maximum. Avec ce qu'on appelle l'air polaire, on est un petit peu au-dessous. Alors c'est perturbant parce que quand on vous dit air polaire, on aurait tendance à le mettre avant. Voilà, mais bon, j'y peux rien. Les météorologistes ont décidé ça comme ça. Je sais vraiment pas pourquoi, mais c'est vrai que c'est gênant. Mais bon, on va s'y faire. Alors, l'air polaire donc est un petit peu plus bas en latitude. Et il va avoir deux variantes aussi, la variante continentale et la variante maritime, ce qui est assez logique. Donc, air polaire qui est plus bas en latitude, il a sa variante donc continentale, il se forme au-dessus du continent, et il a sa variante maritime. Alors, pour le premier, cet air polaire continental, alors il se forme plutôt vers le centre de la Russie, dans les Balkans, voilà, un petit peu plus près de l'Europe occidentale. Il est un peu moins froid en hiver. Alors, ce qu'il a à ajouter ici, par contre, c'est que, donc, air polaire continental, moins froid que le précédent, mais avec les mêmes caractéristiques. Le ciel est assez clair, il fait un petit peu froid, etc. Il est intéressant, cet air polaire, malgré son nom, c'est que il existe aussi l'été. Et oui, nous sommes dans la latitude des saisons. Alors, que se passe-t-il pendant notre été? Eh bien, cet air polaire, qui est donc froid en hiver, bien sûr, en été, il va être chaud. L'ensoleillement, eh bien, va faire que on a une masse d'air assez chaude qui se forme au-dessus du continent. J'ai perdu quelqu'un. Je vous ai perdu? Non? Non, ça va? Ah bon, d'accord, je craignais d'avoir perdu quelqu'un en route. Bien, donc, en été, cet air, donc, dit polaire continental, se réchauffe intensément. Il devient donc instable. Il a tendance à s'élever, les molécules s'agitent là, voilà. Mais comme on est au-dessus d'un continent, il n'y a pas beaucoup d'eau, donc on aura éventuellement et localement des orages. Mais ça sera quand même plutôt sec, d'accord ? Voilà, ça sera plutôt sec, avec des possibilités d'orage, par exemple, aux abords des reliefs, parce que là, du coup, il y a quand même un effet de refroidissement, comme on le sait, voilà. Donc ça explique, par exemple, que les températures d'été de Strasbourg soient nettement plus chaudes que celles de Brest. Voilà, ça c'est intéressant, Brest et Strasbourg, c'est un vrai plaisir. Voilà, donc c'est exactement ce contraste-là. Du coup, on en arrive à l'air polaire maritime. L'air polaire maritime. Alors, il est intéressant cet air polaire maritime. Parce qu'il est à double action. En quelque sorte. C'est un double actif. Il a une action spécifique en hiver et une autre en été. Il se forme donc au-dessus des mers, en l'occurrence l'Atlantique, puisqu'on parle d'Europe. Et comme il est plus bas en latitude et qu'il apporte de l'humidité, eh bien sa fonction en hiver va être d'attiédir. Voilà. Donc en hiver, une arrivée d'air polaire maritime va faire remonter les températures. Ça, c'est absolument certain. C'est ce qui explique, par exemple, qu'en Irlande, ils aient une végétation qui peut surprendre, que des palmiers peuvent très bien s'acclimater en Irlande. Si vous y êtes allé, vous avez vu, ils ont une très belle végétation, là, les rhododendrons, etc. Parce que, effectivement, ils bénéficient tout l'hiver de ces masses d'air qui sont plus tièdes, bien sûr, que le continent. En été, ça va être l'inverse.
l'action va être de rafraîchir. Voilà. Alors évidemment, quand on est en vacances au bord de la mer, on l'aime moins bien. Encore que ces dernières années, hein, quelquefois on était un peu soulagés. Hein, voilà. Bien. Donc retenir, hein, quand on vous annonce l'arrivée d'air polaire maritime, si on est plutôt sur l'hiver, ça va attiédir, bon, ça va apporter des nuages. L'été, ça va rafraîchir, ça va apporter des nuages aussi. Mais bon, ça équilibre, c'est bien. C'est bien, ça équilibre et ça peut être précieux. Voilà, donc les 4 premiers, et puis il y en a 2 autres. Il y en a 2 autres qui nous concernent. Et cette fois-ci, on va être nettement plus bas en latitude, bien sûr. Hein, on va se réchauffer quelque peu. On va parler là d'air tropical. Alors, numéro 5 et numéro 6, donc, on appelle ça de l'air tropical. Dans les 2 cas, si vous avez compris le principe, hein, on aura de l'air tropical continental et de l'air tropical maritime. Voilà, hein, c'est pas compliqué, il y a à chaque fois les 2 variantes qui sont possibles. Alors, l'air tropical continental, eh bien, c'est par exemple une masse d'air qui va se former eh bien, au-dessus de l'Afrique du Nord, au niveau du Sahara, par exemple. On va avoir donc des températures élevées, c'est une masse d'air qui prend beaucoup de chaleur, mais comme elle est au-dessus d'un continent, elle est peu chargée en humidité. Là, on est toujours dans la même logique. Alors, quand ça nous arrive, d'abord ça nous arrive par le sud cette fois-ci, hein, on dit que ça remonte, hein, voilà, et à ce moment-là, on a ce qu'on appelle un coup de chaleur, et un coup de chaleur plutôt sec. Parce que le passage au-dessus de la Méditerranée, il peut être tellement rapide que l'air ne va pas tellement se charger d'humidité. Il n'aura pas trop le temps, puis de toute façon, il est tellement chaud que d'ici à ce qu'il arrive à son point de saturation, en vapeur d'eau, ça va prendre plus de temps, il faudrait plus que la traversée de la Méditerranée pour ça. Donc, coup de chaleur sèche, quelquefois avec des coups de vent aussi. Je ne sais pas si on en parle, moi je suis originaire de la vallée du Rhône, chez nous on parle de vent blanc. Non, ça se dit pas, parce que en même temps il y a une luminosité très particulière. Hein, il a vraiment une impression de blancheur intense à ce moment-là. Hein, donc voilà pour donc cet air tropical continental. Et puis l'air tropical maritime. Alors, son origine, c'est pas compliqué, ce sont les mers tropicales. Hein. Et évidemment, on va avoir un air chaud, et cette fois-ci, tout à fait humide. Alors, lui aussi, son trajet, ou elle aussi, on parle de masse d'air. C'est embêtant cette langue française qui met du sexe partout. Bref, alors, donc, cet air tropical humide se forme au-dessus des mers chaudes, et lui aussi remonte. Il remonte donc du sud vers le nord. Il arrive vers nous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, il va se refroidir. Mais comme il est plein d'humidité, la condensation va arriver assez vite. Et donc on va avoir des bons nuages. Vous avez la couverture nuageuse. Là cette fois-ci, c'est pas de la plaisanterie, hein, c'est pas quelques-uns. Hein, on va avoir donc des nuages, cette fois-ci des nuages en couche horizontale. On les verra la prochaine fois, vous verrez ce qu'on appelle des nuages de couverture. Hein. c'est pas pour rien. Des nuages de couverture qui apportent des pluies continues et assez abondante. Hein, vous avez dû vous faire la réflexion en regardant un ciel, oh là là, on en a pour 3 jours. Bon, voilà, c'est parce que vous avez intuitivement saisi ce qui se passait. Voilà. Donc, cet air tropical maritime donc apporte beaucoup
d'humidité, et une humidité qui est très profitable en termes de végétation, de réalimentation des nappes phréatiques, parce que, je répète, elle dure plusieurs jours, donc ça permet au sol de s'imbiber progressivement. Les pluies, vous le savez, les pluies violentes, sur un sol sec, ont tendance à glisser, à raviner, et puis, bon, voilà, et ça peut dégénérer assez vite. Voilà, hein, donc voilà les 6 masses d'air qui nous concernent, plus ou moins selon les moments de l'année. Ça, c'était donc la première partie. Oups, tout va bien? Oui. Bon. Alors, maintenant, on va rentrer dans la frontologie. Préparez vos crayons de couleur, si vous en avez. Il faut du rouge et du bleu et du noir. Ou du crayon à papier, comme vous voulez. Hein. Du rouge, du bleu, c'est comme pour les lavabos. Du noir ou du crayon à papier. Voilà. Voilà, deuxième partie, donc la frontologie. Bien, alors on va commencer par une petite définition et quelques premiers croquis simples. La définition d'un front, c'est une surface de séparation oblique entre deux masses d'air, surface de séparation oblique entre deux masses d'air de caractéristiques différentes. Voilà, c'est tout simple. Hein. C'est tout simple. Alors, caractéristiques différentes, donc on a vu tout ce qui était possible d'analyser. L'élément qui compte le plus dans la rencontre de masse d'air, c'est la densité. Si on a affaire de l'air lourd ou de l'air léger, c'est ça qui va être le paramètre, j'allais dire, qui joue le plus grand rôle. Ces fronts, on va leur donner des noms différents en fonction du sens de déplacement. Ah oui, je vous ai prévenu, hein, tout ça, ça bouge. Hein. Alors, premier croquis en plan, en profil, voilà. Que se passe-t-il quand c'est de l'air froid qui se déplace et qui rencontre de l'air chaud? Voilà. Surface oblique, j'ai dit. Hein. Alors, une surface oblique qui a un peu cette allure-là, bien arrondie. L'air froid avance. C'est pour ça qu'on va appeler cette surface de contact un front froid. D'accord ? Voilà. Hein, donc, c'est l'air froid qui a l'initiative, en quelque sorte. Hein, voilà. Donc, c'est lui qui nomme le front, c'est le front froid. Pourquoi est-ce que je lui ai donné cette forme, hein, et pas autrement? Parce que cet air froid est plus dense que l'air chaud. Il est plus collé au sol et il a tendance à avancer en rampant en quelque sorte, et il a tendance, pour se faire de la place, qu'est-ce qu'il va faire? Pour se faire de la place, il va avoir tendance à vouloir soulever l'air chaud. Hein? Donc il faut imaginer qu'il progresse comme ça, un peu le nez en avant, et qu'il essaye de se faire de la place en bousculant l'air chaud, mais plutôt vers le haut. Voilà. Voilà ce qui se passe donc quand on vous parle d'un front froid. Mais l'air chaud peut aussi prendre l'initiative. On peut avoir une masse d'air chaud aussi qui se déplace et qui cette fois-ci va rencontrer un air froid. Et voilà le sens du déplacement. Eh bien, ce front qu'on va appeler front chaud, on est dans la logique, eh bien il ne se présente pas du tout de la même façon. Il va se présenter comme ceci.
Pourquoi? C'est la situation inverse tout à l'heure. L'air chaud est léger, il veut passer, il veut pousser. Et comme il est léger, il ne va pas pousser ici, là, il ne peut pas. Là, l'air froid, il est vissé au sol, là, il ne peut pas bouger. Alors l'air chaud va s'élever, il va essayer de passer par-dessus. Voilà. Voilà, là on a le duo, hein, front froid, front chaud. Là vous commencez à retrouver tout à fait ce dont on nous parle dans les bulletins météo. Bien, voilà pour une première approche. Ensuite, dans nos bulletins météorologiques, on nous parle de quel front généralement? Il a un nom ce front. Il y a front froid, front chaud, mais aussi quelquefois il y a une appellation générale. Non, front polaire. Ça vous dit rien? Non, il l'utilise. Je croyais qu'il l'utilisait un petit peu quand même. Alors, de quoi s'agit-il? Puisqu'il y a le mot front. Hein, donc là, ce sont des fronts déterminés par les masses d'air qui se déplacent. Mais cette appellation de front polaire, d'où est-ce que ça sort? Alors là, il faut prendre de la hauteur. Il va falloir se placer à l'échelle de la Terre. Alors pour que vous ayez toujours ça devant vous, je vais annexer l'autre tableau. Donc, alors comme je l'ai fait tout à l'heure, hein, je vais me contenter d'un quart de terre. Hein. Voilà. Bon, le pôle, l'équateur, et à peu près le 45e parallèle, ici. Tout à l'heure, donc, je vous ai parlé des masses d'air à grande échelle quand même. Hein. Eh bien, à la surface du globe, on a aussi des fronts à la même échelle, à savoir, ici, on a l'air qui est le plus froid. On est bien d'accord. On a donc ce qu'on a appelé les masses d'air arctiques. Vous vous rappelez, hein, qu'elles soient maritimes ou continentales, de toute façon c'est les plus froides, il n'y a pas de souci. En dessous se forme l'air polaire, hein, maritime ou continental. Et puis après, on a l'air qu'on va appeler intertropical. Parce que là, sur le croquis, on va jusqu'à l'équateur, donc on ne va pas se limiter. Eh bien, à l'échelle de la Terre, on a aussi un phénomène de front. Hein, c'est-à-dire, ici, un contact entre deux masses d'air différentes, et ici, un autre contact. Donc, on a des fronts. En l'occurrence, des fronts où les airs les plus froids ont en quelque sorte presque toujours l'initiative, parce qu'ils sont les plus denses. Donc ici, on a le fameux front polaire. Et là, on a le front tropical. Voilà, alors le passage entre ce croquis-là et ce croquis-là, ça va, hein? Voilà. Bien. Alors, pourquoi est-ce que je dis que l'air froid a l'initiative? Eh bien, parce que justement, il est froid. Ici, nous avons les pôles. Donc, nous avons un réfrigérateur qui se transforme carrément en congélateur l'hiver, enfin de préférence. Et donc, pendant l'hiver, pour nous, dans l'hémisphère nord, cette masse-là d'air arctique va s'agrandir, va grossir. Et il y a un glissement. D'accord? Et donc cet air arctique finit par rencontrer l'air polaire. Et on a donc le front polaire qui descend jusqu'à nous. Là, j'ai plutôt indiqué une situation d'été.
Vous comprenez? L'été, donc le réfrigérateur est au ralenti, si on peut dire. Il y a moins d'air froid qui coule et, le front polaire peut être, le contact peut être assez haut. Quand il s'agit de l'hiver, on a une machine à froid qui est à plein régime et qui descend, qui pousse l'air polaire et qui descend le front polaire avec lui, bien sûr. C'est bon? Alors, je vais ajouter un deuxième croquis pour essayer de me faire comprendre. Alors là, je vais être dans le figuratif, alors il faut un peu m'excuser. On va essayer d'introduire une idée de relief là-dedans. Hein. Alors, imaginons que nous voyons la Terre légèrement surplombante, en position légèrement surplombante. Donc là, on a le pôle Nord. À quoi ça peut ressembler si on le met en relief, ce front polaire? Il y a une comparaison qui marche assez bien. C'est le rideau. Ah. Vous imaginez ce front polaire comme un rideau. Voilà. Voilà, j'essaye de mettre un petit peu de relief là-dedans. Voilà. Comme un rideau. Donc, derrière le rideau, là, vous avez l'air arctique. Et devant le rideau, vous avez l'air polaire. D'accord? Voilà. Donc, c'est un rideau. Vous imaginez un rideau très très léger. Hein? On est dans les masses d'air, c'est très très léger. Qu'est-ce qui se passe quand on a une surface très légère entre deux masses d'air? Que fait un rideau dans un courant d'air? Il bouge, il ondule. Et bien, c'est ce qui se passe. Donc, ça, c'est en l'air. Hein? Ça, c'est au sol. Hein? Voilà. Et bien là, en fait, c'est pas une ligne droite qu'il faut dessiner. Ce sont des ondulations. Voilà. Au sol, le front polaire est parcouru d'ondulations, sans arrêt. Des ondulations qui vont dans le sens de rotation de la Terre, d'ouest en est. Ça, on ne peut rien y changer, hein. C'est fichu. Hein. À part Superman, il me semble, dans un film. Hein. Bref, voilà. Donc, des ondulations qui sont donc sensibles au sol et qui font flotter ce rideau qu'on appelle le front polaire. Alors, ceci étant dit, donc on va revenir un petit peu à notre échelle à nous. On va essayer de scruter ce qui se passe là au niveau des dites ondulations. Alors, ça va être donc petit 2. Nous allons parler de ces ondulations et nous allons introduire un terme que vous connaissez aussi, le mot perturbation. Voilà, vous voyez que petit à petit, hein, les termes que vous connaissez arrivent, hein, ils arrivent. Voilà, donc on va agrandir, on va zoomer, comme on dit, on va zoomer sur ce petit morceau d'ondulation là, et pour le regarder d'un petit peu plus près. Alors, bon, je vais rester. Vous avez une bonne visibilité sur le tableau blanc, ça va? Bon, je vais tâcher de rester un peu là-dessus, mais bon, éventuellement l'autre. Alors, sur une carte météorologique, vous avez déjà vu quelque chose dans ce genre. Alors, me trompais-je? Vous avez déjà vu ça? Oui? Ah ben oui, hein, fatalement. Donc là, j'ai agrandi un tout petit morceau de l'ondulation, un petit morceau. Et on va un petit peu maintenant nommer ce dont il s'agit. Ici en rouge, c'est comme pour les lavabos, ça désigne un front chaud. Parce qu'on a ici de l'air chaud qui avance, alors qu'ici, il y a de l'air froid.
Alors le chaud, je l'indique, c'était, hein, tout allait bien, si l'on peut dire. Et en plan, eh bien, ça va donner l'aspect suivant. Sur une carte météo, vous allez avoir cartographié en noir le front occlus, et on lui met les deux petits signes pour montrer que c'est bien le contact entre du froid et du chaud. Hein, voilà. Ici, le bout de front froid, et ici, le petit bout de front chaud qui subsiste. Voilà. Là, toujours notre air chaud, devant et derrière notre air froid. Ça marche? Hein, donc, si vous voulez, la petite ondulation se replie à l'initiative surtout donc du front froid qui vient se coller et qui vient réduire la poche d'air chaud qui se trouvait là. Hein, puisque là, nous sommes du côté tropical et là, nous sommes du côté polaire. Hein, voilà. D'accord? Bon, c'est bien. Allez, on va pouvoir continuer. Donc, 3 types de fronts: front froid, front chaud, front occlus. Bon, ça c'est en gros la petite vie d'une perturbation. Seulement tout à l'heure, regardez, j'ai dessiné plusieurs ondulations l'une après l'autre. En effet, dans une ondulation, il y a plusieurs perturbations. Une perturbation ne se promène jamais toute seule. Hein, voilà. Elle fait partie d'un train. Voilà, c'est ça. Voilà, ça se nomme comme ça. Hein. Alors, voilà. Donc ici, par exemple, même si c'est un peu petit, voilà, on a ça. Voilà. 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 Oups. Voilà, c'est un petit peu petit peut-être pour ceux qui sont un peu loin. Hein. Donc, voilà ce qu'on appelle un train de perturbations. Plusieurs perturbations qui sont reliées les unes aux autres. Et qui progressent toujours, bien sûr, d'ouest en est. Ces trains de perturbations, eh bien, ils sont très très importants. Ils prennent naissance dans l'Atlantique. D'ailleurs, vous l'entendez, hein, une perturbation venue de l'Atlantique, c'est un grand classique. Hein. Elle se forme dans l'Atlantique. Et comme elle se propage donc d'ouest en est, la première qui se forme dans le train, en quelque sorte, c'est celle qui est à l'avant, en quelque sorte. Hein, ici, c'est la plus ancienne. Et plus on va vers l'ouest, plus elles sont, entre guillemets, jeunes. D'accord ? Voilà. Alors, c'est pour ça que j'ai mis, je vais l'agrandir, j'ai mis un petit bout de front occlus à la première, parce que c'est la première qui va subir le phénomène de l'occlusion. Alors, je vais agrandir ça. Voilà. Hein? Front froid, front chaud, front froid, front chaud, avec ici une partie occluse. La partie occluse, quand elle commence, elle est toute petite. Hein, ça peut être juste ça. Voilà. Et puis, quand le phénomène, j'allais dire, s'accroît, vous pouvez avoir un front occlus qui devient très long. Et puis la deuxième qui commence sa propre occlusion. Voilà. Hein, c'est pour ça que quelquefois on dit famille de perturbations. Hein, bon, faut pas pousser quand même l'anthropomorphisme trop loin, mais enfin c'est ça. Hein. Et donc, ici, de l'air chaud, et entre tout ça, de l'air froid. Hein. Ça veut dire pour nous, pauvres humains d'Europe occidentale, que, évidemment, si on a un train de perturbation qui est exactement à notre latitude, on se prend tout ça en quelques jours. Hein, voilà.
C'est bon, vous reconnaissez ce que vous avez vu sur les cartes météo? Alors évidemment là, je vous fais un tracé gentiment à l'horizontale. Hein. Les trains de perturbation ne sont pas sur des rails, c'est le cas de le dire, hein, et ils peuvent être déviés. Hein, il peut y avoir, on le verra pourquoi, ça peut être dévié vers le nord, ça peut se bousculer, enfin elles ne font pas ce qu'elles veulent, hein, ça c'est certain. Bon, ça c'est bien sûr le schéma le plus général. Alors, qu'est-ce qui peut se passer d'autre sur ces choses-là? Alors, tout à l'heure on avait parlé de deux sortes d'air froid. Hein? Alors, ce qui fait que derrière un front froid dit principal, vous pouvez avoir un air encore plus froid qui arrive. Hein? Et à ce moment-là, donc, on peut avoir un front froid tout seul, qui est donc un front froid supplémentaire qui vient s'adjoindre. Là, bien sûr, en situation d'hiver. Hein, voilà. Donc, ces airs froids dont on parlait tout à l'heure peuvent se suivre l'un vers l'autre, enfin l'un l'autre plutôt, et c'est ce qui fait d'ailleurs que le front froid aussi, ici principal, avance plus vite, parce que lui, il est poussé par l'autre, hein, qui lui dit, allez, tu te bouges, tu avances. C'est bon? Hein? Voilà. Donc, par exemple, là, si on a ça en situation d'hiver, ça veut dire qu'il commence là à faire froid, et qu'il va faire encore plus froid après quand ça va nous arriver. Hein. Ça, c'est le mécanisme. En plan, en profil, alors, en profil, c'est pas compliqué, finalement. Ce genre de situation, ça va donner à peu près ça. Donc, allez, je replace le sol. Hop. Je replace mon air chaud. Et donc, on a, comme tout à l'heure, le front froid P pour principal. Hein, et on peut avoir donc derrière un deuxième front froid, un front froid secondaire. Non, c'est pas la Fédération française de sauvetage, hein, c'est un front froid secondaire. Hein. Voilà. Et même, quelquefois, il peut y en avoir un troisième derrière. Hein, donc, voilà. Hein. C'est pas exclu. Hein. C'est pas exclu. Voilà. Je pense que là, ça doit être relativement lisible. Hein, ce qu'on voit en plan sur les cartes météo, ce qui se passe au sol. Hein. Donc, si je ne respecte pas l'échelle, hein, mais bon, si on s'imagine hein, très modestement sur un tout petit sur notre Terre, hein, on est par exemple a priori dans un début dans un coin d'air chaud, on n'est pas trop mal, et puis tout ceci progressant dans ce sens-là, eh bien va nous arriver une première sensation de froid, suivie d'une deuxième et encore plus froid. C'est pas le pire. C'est pas le pire qui peut arriver. Eh oui. Alors, le pire, je vais me le mettre ici sur cette carte. Le pire, c'est que vous remarquerez que j'ai laissé de la place là entre les trains de perturbation. Ah, ben c'est exprès. C'est exprès parce que ce pauvre front polaire hein, qui est comme ce rideau en mousseline là qui n'arrête pas d'onduler, ben, j'allais dire, il craque. Et à l'arrière des trains de perturbation, il peut y avoir vraiment une langue d'air froid qui en profite et qui passe là sans demander son reste. On appelle ça une décharge d'air arctique. Voilà, donc derrière les trains de perturbation, il peut y avoir une décharge d'air arctique. Voilà. Alors évidemment, à l'échelle de l'Europe, on n'est pas tous exposés à cette terrible situation. Mais vous doutez bien que plus on monte en latitude dans l'Europe, plus c'est possible, évidemment. Et plus ça va donner des températures très très basses. Voilà comment ça fonctionne, hein, en essayant de faire la jonction entre
l'échelle planétaire, hein, l'échelle vraiment de notre planète, et notre pauvre petite échelle ici, au sol, hein, avec le ciel qui passe au-dessus de nous. Bien, alors, pourquoi se donner tant de peine pour cartographier les fronts? On pourrait se dire, bon, c'est bien joli, c'est mignon, c'est en couleur, mais bon, on ne voit pas très bien. Ben, si, ça sert beaucoup. Parce que ces fronts, eh bien, ils déterminent la formation de nuages et l'arrivée des précipitations. Donc, ça nous concerne très directement. Alors, on va voir maintenant la question des fronts et des changements de temps. Et là, on va pouvoir faire la jonction entre notre vécu, en quelque sorte, et ce que nous montre, bien sûr, la météorologie. Donc, front et changement de temps. Bien. Alors, je vais reprendre finalement les bases de croquis que je vous ai déjà données. Mais cette fois-ci, on va donc s'intéresser à ce qui se passe en termes de condensation et de formation de nuages. Je vais rester en profil, bien sûr, parce que bon, pour les nuages, j'ai forcément besoin de la dimension verticale. Alors, on va y aller un par un, en commençant par le premier de la perturbation, c'est-à-dire le front chaud. Hein, c'est le premier qui arrive en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qui se passe en termes de nuages, de formation de nuages à l'arrivée d'un front chaud? Donc, je vous le remontre. Le front chaud, donc, il est très incliné. Donc, l'air chaud à l'initiative par rapport à un air froid, donc, qui est antérieur, qui est devant lui. Qu'est-ce qui se passe? Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'air chaud qui est léger veut avancer, mais devant ça résiste. Hein, l'air froid, les pieds, si j'ose dire, bien plantés, il escalade. L'air chaud monte. Oui, ben alors s'il monte en altitude pour passer par-dessus l'air froid, forcément, il se refroidit. Il se refroidit, il y a toutes les chances pour qu'il arrive à son point de rosée, à sa saturation, à son point de rosée. Et là, on a le début des nuages. Alors évidemment, ça commence là, le phénomène. Hein, ça commence ici. Alors je fais des petites choses qui ressemblent à rien. Ben, je suis bien obligé parce que là, ce sont les nuages de très haute altitude. Vous savez qu'ils forment comme des espèces de petits filaments, hein, qui ont l'air comme du coton hydrophile qu'on aurait étiré. Hein. Alors ces premiers nuages, donc, qui sont liés à un front chaud, sont d'abord l'air de rien, si on peut dire. Ils ont l'air inoffensifs. Il ne faut pas s'y fier du tout. Du tout. Hein. Parce que, vous le voyez bien, ils annoncent ce qui va arriver derrière. Donc, dans un premier temps, des nuages de haute altitude, blancs et filochés. On y reviendra donc dans le chapitre suivant, où on détaillera les nuages, mais je peux vous dire d'avance donc que ces nuages qui ont cette forme, j'allais dire, si effilée, sont formés non pas de gouttes d'eau, mais d'aiguilles de glace. D'aiguilles de glace. Donc c'est pour ça qu'ils ont cet aspect à la fois très lumineux, mais en même temps, bon, très très fin en quelque sorte. Ensuite, donc, la condensation se continue, et cette fois-ci, ce sont des nuages, cette fois-ci en couverture, qui vont commencer à se former. Ils se forment donc plus bas. L'air chaud donc lâche son humidité, les gouttelettes sont assez grosses pour qu'il pleuve. Alors, une petite chose à bien repérer, pour nous, quand un front chaud arrive, il pleut devant le front chaud. Vous voyez, le front chaud au sol, il est là, hein, encore.
Hein. Bon, mais il pleut devant. Il pleut toujours devant un front chaud. Alors, il pleut un peu derrière aussi, hein, évidemment. Mais bon, la majorité des précipitations se fait là. On est bien dans une succession dans le temps. J'arrive pas à... Oui. C'est géographique ou c'est spatial. Alors il y a les deux, il y a les deux en même temps. Il y a les deux en même temps. Il faudrait que j'ai un film d'animation pour que ce soit... La distance entre le gros nuage et les filaments. Oui. Ah oui, combien de temps entre le moment de l'apparition du cirrus et l'apparition des stratus? Ça peut prendre... ça peut être 24 heures. Ça se mesure en heures. Hein. Ça se mesure en heures. Mais là encore, hein, ça dépend de la vélocité, si j'ose dire, du front. Les fronts chauds progressent plus lentement hein, que les fronts froids, je vous l'ai dit. Donc, ça leur prend bien 24 heures. Hein. Mais là encore, hein, avec les conditions très locales qu'il peut y avoir aussi. Il faut être très précautionneux là-dessus. Mais en tout cas, hein, si vous observez des cirrus, j'allais dire, c'est que quelque part il y a un front chaud qui arrive. Hein, ça peut pas être autrement. On n'avait pas des cirrus sans rien du tout derrière. Hein, il ne se forme pas s'il n'y a pas ce phénomène-là. Alors, voilà donc pour ce qui se passe en termes donc de formation de nuages et de précipitations avec un front chaud. Alors maintenant, on va voir ce qui se passe avec le front froid qui arrive derrière. Tout à l'heure, donc je l'ai dessiné, un peu arrondi, comme ça. Avec l'air chaud qui est devant. Bon, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, cet air froid, dense, qui rampe au sol, se fait un passage en soulevant l'air chaud qui est devant lui. Et il y va de bon cœur. Il y va de bon cœur, et tellement de bon cœur que l'air chaud qui est là va se retrouver très vite poussé en altitude. Vraiment, il reçoit une espèce de pichenette qui le fait monter. Et à ce moment-là, on a donc une condensation qui va se faire très vite. Cette fois-ci, on ne va pas avoir des nuages en couverture, mais on va avoir des nuages de type vertical, à développement vertical. Voilà, le fameux cumulonimbus. Voilà, donc nuage à développement vertical. Avec donc cet air chaud qui est brutalement soulevé, condensation très rapide, des gouttes d'eau, j'allais dire, qui sont très agitées, qui vont se rencontrer, j'allais dire vraiment carrément se percuter. On a des grosses gouttes d'eau qui vont se former très très vite, et on va avoir la grosse pluie, la grosse averse. Voilà. Hein, donc on a des pluies intenses. Voire même, puisqu'on a des cumulonimbus, on peut avoir un phénomène orageux, bien sûr. Ah. Pas systématiquement, hein, mais bon, c'est plus ou moins, on verra, c'est plus ou moins actif. Mais enfin, on a le cumulonimbus. Nimbus, ça veut dire qu'il donne de la pluie. Donc, vous remarquerez que, à l'inverse de ce qui se passe ici, il pleut derrière l'arrivée du front. Ici, il pleuvait devant. Hein. Là, il pleut derrière. Hein. Notre petit bonhomme, le front froid arrive. A priori, il ne se passe rien. Et puis, très vite, il va se passer quelque chose d'assez brutal. Hein. Voilà. Alors,
pour notre petit bonhomme. Voyons un petit peu ce qui lui arrive. Bon, alors, au début de l'histoire, il est là. Il faisait un ciel bleu, mais il a aperçu des cirrus. S'il a suivi les cours de météorologie, il sait que ça va mal tourner. Voilà. Il en a la conviction 24 heures plus tard, quand se forment des nuages de couverture, et quand ces nuages sont sombres, ce qui veut dire que les gouttelettes sont assez grosses, et là, il peut sortir son parapluie. Bon. Cet ensemble passe. Notre petit bonhomme va se retrouver là, derrière. Vous êtes d'accord? Il se retrouve derrière. Il est très content. Il est très content. Comme le dit le gentil proverbe, après la pluie, le beau temps. Voilà. Et nous avons une très jolie éclaircie. Une jolie éclaircie, dont de l'air qui est un peu plus tiède. C'est très confortable. Mais ça ne va pas durer longtemps. Ça, évidemment, ça ne va pas durer longtemps, parce que, voilà, sans vraiment prévenir, le front froid arrive, et là, il va falloir, j'allais dire, vérifier la solidité du parapluie. Ça passe ou ça casse. Voilà. Ça y est, vous avez bien saisi la chose? Bien. Donc, voilà ce qui se passe au moment donc, du passage d'une perturbation avec ces deux fronts. Tout à l'heure, je vous ai expliqué donc qu'un front pouvait en rattraper un autre, et puis ça se collait. Alors, au niveau des nuages, qu'est-ce qui va se passer dans un front occlus? On les a tous. On les a tous et il n'y a plus d'éclaircie. C'est fichu, ça. Je vais vous le dessiner. Si vous avez la malchance d'être sur le passage d'un front occlus, là vous en avez pour un petit moment. Parce que ça va donner quelque chose comme ça. Alors, toujours le niveau du sol. Non, je vais le faire un peu plus bas parce que il se passe des choses en altitude. Voilà. Voilà le niveau du sol. Le front occlus, je vous l'ai dessiné. Donc, on a ceci, et on a cela. Et puis pour respecter notre code, donc cette partie-là, je la mets en noir, pour bien signifier là que on a l'occlusion. Alors en termes de nuages, là on a la totale. On a la totale. Là, ici, il y a eu les petits cirrus. Là, on a des gros stratus. Et après, sans transition, voilà, on a le cumulonimbus qui arrive. Donc là, il n'y a pas d'éclaircie. On a tout ça successivement. Voilà. Donc, il pleut ici et il pleut là. Voilà. Bon, on change de taille de gouttelettes quand même. Là, les gouttelettes sont plus petites. Là, ça va être beaucoup plus gros. Ça va être beaucoup plus gros. Bon, enfin, vous avez bien compris. Donc, sous un front occlus, il n'y a pas d'éclaircie. Il y a des pluies continues, plus ou moins violentes. C'est ce qui fait d'ailleurs la surprise, en quelque sorte. Mais on n'a pas toujours une occlusion? Oui, presque toujours. Oui, ça, c'est tout à fait logique, oui, presque toujours. Ce qui est très variable, c'est la durée de vie, en quelque sorte. Parce que qui dit occlusion, dit rapprochement de l'air froid antérieur de l'air froid postérieur, qui eux auront toutes les capacités de se mélanger. Voilà, donc ce qui fait qu'un front occlus va disparaître très vite. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.